Réseau Santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui, dans chaque province, a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant aux francophones déjà établis, Réseau Santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. 116/82 totalement. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et essayer de comprendre un langage médical dans une autre langue, c'est encore plus difficile. C'est vraiment chouette pour ça. J'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à un médecin que je comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois ils ont déjà un dossier médical en français et évidemment je peux le consulter et ce ne serait pas nécessairement le cas de certains de mes collègues. Et grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnel de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Et par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos, c'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Bonjour, je m'appelle Vanessa Nicolo-Toulouse. Je suis une gynécologue obstétricienne qui travaille en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, je vous présente un webinaire sur la contraception. C'est le deuxième d'une série sur la santé des femmes. C'est un projet qui est organisé par Réseau Femmes en partenariat avec Réseau Santé. Et ça me fait plaisir de participer et j'espère que vous allez l'apprécier. Pour commencer, j'aimerais parler du rôle de la contraception. Depuis toujours, les hommes et les femmes ont cherché des moyens de prévenir une grossesse. Le 20e siècle a été marqué par de grandes inventions et améliorations de méthodes de contraception. Par exemple, la pilule contraceptive, dans les années 60, a contribué à la révolution sexuelle et à l'émancipation de la femme. À l'échelle mondiale, la contraception joue un rôle très important au niveau de la planification familiale. Non seulement la contraception permet de contrôler la croissance de la population, la contraception sauve aussi des vies. En fait, l'usage de la contraception est associé à une diminution de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. Finalement, quand on parle de rapports sexuels et de contraception, il faut toujours penser à la prévention des infections transmises sexuellement, comme le VIH ou la chlamydia. En 1990, 8 objectifs du millénaire pour le développement ont été fixés. Leur date d'échéance est cette année, en 2015. Les objectifs 4 et 5 sont reliés à la planification familiale. L'objectif numéro 4 est de réduire de 2/3 la mortalité infantile pour les enfants de moins de 5 ans. L'objectif numéro 5 est de réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle et aussi de rendre l'accès à la médecine procréative universelle, c'est-à-dire accessible à toutes les femmes. D'après le bilan de 2012, 64% des femmes de 15 à 49 ans qui sont en couple utilisaient une forme de contraception.
12% des femmes qui souhaitaient ne pas avoir d'enfants ou qui souhaitaient espacer les grossesses n'utilisaient pas de contraception. Comme le montre cette affiche, le taux de mortalité maternelle a baissé de 45% depuis 1990. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un bon début. Le 26 septembre, c'est la journée mondiale de la contraception. Je l'ai appris moi-même en préparant cette présentation, donc je trouvais ça intéressant de le souligner. En France, encore de nos jours, un quart des jeunes de 15 à 24 ans a sa première relation sexuelle sans contraception. Ça signifie qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en éducation. D'après une étude citée sur le site web des Nations Unies en 2008, entre 40 et 50% des grossesses n'étaient pas planifiées. Ça concerne autant les pays développés que ceux qui sont en voie de développement. Ce tableau date de 1991 et montre l'impact de différentes méthodes de contraception sur la mortalité maternelle. On voit bien que la grossesse et l'avortement sont plus risqués que toutes les méthodes de contraception, peu importe l'âge maternel. Le Lancet est un journal réputé qui a publié une série sur la planification familiale en 2012. D'après leurs calculs, la contraception prévient 230 millions de naissances par année. La contraception a diminué le taux de mortalité maternelle de 40% et ce chiffre pourrait s'améliorer si la contraception était plus accessible. 99% des mères meurent dans des pays en voie de développement. Ces décès sont dus à des complications de grossesse, des complications d'avortement, des grossesses à un âge très jeune ou à un âge avancé, et aussi des grossesses qui sont trop rapprochées. La contraception, c'est un sujet très vaste. Je vais parler des méthodes les plus courantes et vous en donner les grandes lignes. L'important, après cette présentation, c'est de savoir où vous informer davantage si vous le désirez. Je vais aussi vous expliquer comment choisir une méthode. On va parler de contraception d'urgence et finalement, on va terminer avec quelques mythes sur le sujet. Parmi les méthodes de contraception, il y a 3 grandes catégories. Il y a les méthodes naturelles, les méthodes non hormonales et finalement les méthodes hormonales. Commençons avec les méthodes naturelles. La détermination de la période de fertilité permet au couple d'éviter une grossesse ou permet au couple de tomber enceinte. Il s'agit de déterminer les jours les plus fertiles du cycle. C'est plus facile chez les femmes qui ont un cycle irrégulier, mais les femmes qui ont un cycle irrégulier peuvent utiliser cette méthode avec de l'entraînement. Si vous voulez en savoir davantage sur le cycle menstruel, je vous invite à regarder le webinaire du mois dernier. Pour déterminer la période de fertilité, on utilise la méthode symptothermique. C'est la plus efficace des méthodes naturelles. C'est une méthode qui nécessite une bonne connaissance de son corps et prend plusieurs mois à apprendre. Elle a été développée entre 1920 et 1930. Pendant les journées fertiles, il s'agit d'observer le mucus cervical qui est plus élastique et limpide. Le col de l'utérus peut être palpé, il est situé plus haut dans le vagin et il est plus mou. Finalement, la période fertile se termine quand la température basale est élevée pendant 3 jours consécutifs. La température basale se prend tous les matins dès le réveil. Elle augmente de 0,5 degrés Celsius et signale le début de la période moins fertile après l'ovulation. L'allaitement maternel suite à une grossesse peut être très efficace. Avec l'usage parfait, elle prévient 98% des grossesses. Il faut que la mère allaite exclusivement à la demande de l'enfant les 6 premiers mois. C'est-à-dire qu'elle allaite au moins toutes les 4 heures pendant la journée et au moins toutes les 6 heures pendant la nuit, et aussi que les menstruations ne sont pas revenues. Après 6 mois, ou bien quand l'enfant commence à manger, cette méthode ne fonctionne plus. La méthode du retrait est aussi appelée coït interrompu. L'homme retire son pénis du vagin avant d'éjaculer. Le risque de grossesse avec cette méthode demeure très élevé à 20%, car le liquide pré-éjaculatoire peut contenir des spermatozoïdes. Ça peut paraître surprenant, mais l'abstinence figure parmi les méthodes de contraception. C'est une méthode très efficace, qui est gratuite, sans risque d'infection et sans risque d'effets secondaires. L'abstinence peut être partielle ou totale. Quand elle est partielle, il n'y a pas pénétration, et quand elle est totale, il n'y a aucun contact génital.
Quand un couple utilise l'abstinence de façon temporaire, ça devient moins efficace, évidemment. Par exemple, avec la méthode du calendrier, le couple évite les rapports sexuels quelques jours avant et quelques jours après la date prévue d'ovulation. Normalement, un ovule a une durée de vie de 24 heures après l'ovulation et les spermatozoïdes ont une durée de vie de 5 jours après l'éjaculation. Maintenant, passons aux méthodes non hormonales. Je vais vous parler des méthodes réversibles, mais il existe aussi des méthodes permanentes comme la ligature des trompes et la vasectomie. Ce tableau résume l'efficacité de quelques méthodes non hormonales. Comme vous pouvez le constater, parmi les méthodes qui sont sur cette liste, l'efficacité avec usage typique laisse à désirer, avec plus de 10% de grossesse pendant la première année. Commençons par parler de la méthode non hormonale la plus efficace, le stérilet. C'est un dispositif intra-utérin qui est fait de cuivre. Il est disponible depuis 1969. Il est en forme de T et comme vous pouvez le constater, il est très petit. Le cuivre détruit les spermatozoïdes avec une réaction chimique. Le stérilet offre une contraception à long terme qui va jusqu'à 5 ans si désiré. Il peut être enlevé en tout temps et il est réversible. Son efficacité est de 99,2%. Il ne modifie pas le cycle menstruel, mais certaines femmes auront des règles plus abondantes. Parmi les complications qui peuvent avoir lieu lors de l'insertion du stérilet, il y a un risque d'infection, de saignement, de perte du stérilet et très rarement de perforation de l'utérus. Maintenant, parlons de l'éponge, du cap cervical et du diaphragme. Ce sont des méthodes qui ne sont presque plus utilisées. Elles ne sont pas très efficaces, avec 10 à 20% de grossesses qui ne sont pas planifiées. L'éponge a été commercialisée en 1990. Elle est utilisée avec un spermicide placé contre le col de l'utérus. Elle a une durée de 12 heures. Il ne faut surtout pas oublier de l'enlever, car cela pourrait causer une infection. Le cap cervical existe depuis 1830. Aujourd'hui, il est fait de silicone. Il est ancré contre le col de l'utérus et donc il bloque l'entrée des spermatozoïdes. Il est plus efficace chez les femmes nullipares, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Il s'utilise aussi avec un spermicide. Le diaphragme existe depuis 1882. C'est un dôme fait de latex ou de silicone. Il a une forme plus large que le cap cervical. Il faut l'insérer avec du spermicide, moins de 6 heures avant le rapport sexuel, et l'enlever entre 6 et 24 heures après. Il est associé avec un risque d'infection urinaire. Le spermicide a été commercialisé en 1906. Aujourd'hui, il est fait de nonoxyl 9. C'est un produit qui peut être offert sous forme de crème, de gel, mousse, pellicule ou bien suppositoire. Il est rarement utilisé seul. Il doit être inséré au moins 1 heure avant le rapport sexuel. Il est salissant et peut irriter le vagin ou le pénis. Cela augmente le risque de transmission de VIH. Le préservatif est la seule méthode qui protège contre les infections transmises sexuellement. Comme ce n'est pas la méthode la plus efficace pour prévenir une grossesse, on recommande souvent la double protection, c'est-à-dire l'usage d'un préservatif et d'une autre méthode, souvent hormonale. Le préservatif masculin en latex est disponible depuis 1961. Il fonctionne relativement bien s'il est utilisé à chaque fois et s'il est mis et enlevé de façon appropriée. Parmi les inconvénients du préservatif, il peut se briser, la sensibilité peut être réduite et il ne peut pas être utilisé chez les personnes qui sont allergiques au latex. Le préservatif féminin existe depuis 1992. Il est fait de polyuréthane. Il a la forme d'un sacron à l'envers. Il est inséré dans le vagin avant les rapports sexuels. Son insertion est difficile et le coût de chaque préservatif est élevé à environ 3 $. Quand les préservatifs sont utilisés parfaitement, ils sont efficaces à 95-98%. Avec l'usage typique, qui représente la réalité avec les erreurs, les bris et les oublis, l'efficacité est plutôt de 80 à 85%. Maintenant, parlons des méthodes de contraception hormonale. Ce sont de loin les méthodes les plus efficaces, mais aussi celles qui suscitent le plus de questions à cause de leurs effets secondaires possibles et aussi à cause de nombreux mythes qui y sont associés. La pilule contraceptive a été inventée en 1956 puis commercialisée dans les années 60. 100 millions de femmes l'utilisent dans le monde. C'est donc un des médicaments les plus prescrits.
La pilule combinée, qui contient de l'oestrogène et de la progestérone, est la plus courante et aussi la plus efficace. Avec l'usage parfait, l'efficacité est de 99,7%. Avec un usage typique, l'efficacité baisse à 92%. La pilule se prend tous les jours, de préférence à la même heure. Ses modes d'action sont les suivants. Elle empêche l'ovulation. Le mucus cervical est épaissi, ce qui bloque en partie le passage des spermatozoïdes. Et aussi, la paroi interne de l'utérus s'amincit, ce qui rend l'implantation d'un embryon difficile. La pilule combinée a de nombreux avantages en plus de la contraception. Avec la pilule, le cycle menstruel est plus régulier, il est plus léger, il y a moins de crampes menstruelles, il y a moins d'acné, moins d'hirsutisme. Aussi, le risque de cancer de l'endomètre et de cancer de l'ovaire sont réduits. Il y a moins de symptômes de la périménopause et moins de symptômes prémenstruels. Ces effets secondaires sont les suivants. Il peut y avoir des saignements vaginaux irréguliers, une sensibilité au niveau des seins, de la nausée ou des maux de tête. Aussi, certains médicaments peuvent réduire son efficacité. Le risque le plus grave de la prise de la pilule combinée, c'est celui de la thrombose. Une thrombose, c'est un caillot de sang qu'on peut retrouver dans la jambe ou pire encore dans les poumons. C'est un événement rare, mais c'est important que les femmes connaissent les symptômes afin d'obtenir l'aide médicale nécessaire. Le risque de thrombose est plus élevé durant la première année de la prise de la pilule, puis le risque diminue. Parmi les symptômes à surveiller, il peut y avoir une douleur à la jambe, un enflement de la jambe ou encore une difficulté respiratoire. Prenons 10 000 femmes. 4 à 5 de ces femmes auront une thrombose alors qu'elles ne prennent pas la pilule. 9 à 10 de ces femmes auront une thrombose alors qu'elles prennent la pilule. Et 33 de ces femmes seront enceintes et auront une thrombose. Il est donc important de ne pas prendre la pilule si elle est contre-indiquée et surtout d'utiliser un autre moyen de contraception, car il ne faut pas oublier que la grossesse pose plus de risques pour la santé de la femme que la pilule dans la plupart des cas. Finalement, il existe des contre-indications absolues et des contre-indications relatives qui sont très précises pour la pilule combinée. L'œstrogène n'est pas recommandé chez les femmes qui ont de l'hypertension, les femmes qui ont des migraines sévères, celles qui fument à l'âge de 35 ans et plus, celles qui ont eu un caillot sanguin dans la jambe ou le poumon, un accident cérébrovasculaire, une crise cardiaque, des problèmes au foie sévères ou bien qui ont le cancer du sein actuellement. Il existe aussi un contraceptif oral progestatif seul. Cette pilule est utile pour les femmes qui ne peuvent pas prendre d'œstrogène. L'anneau vaginal, connu sous le nom de NuvaRing, est sur le marché depuis 2004. C'est un anneau souple et flexible de 5 cm de diamètre. Il est inséré dans le vagin et libère de petites quantités d'œstrogène et de progestérone pendant 3 semaines. Son efficacité est la même que la pilule combinée. Il est facile à insérer et à retirer et la femme ne le sent pas. Il n'augmente pas les risques d'infection vaginale. S'il tombe, il faut le rincer et le remplacer immédiatement. Si cela fait plus de 3 heures, il faut utiliser une méthode d'appoint pendant 7 jours. L'anneau vaginal peut aussi être utilisé de façon continue. Il suffit de le garder en place pendant 4 semaines et d'insérer un nouveau anneau après 4 semaines. Le timbre contraceptif est disponible aussi depuis 2004. Il a la même efficacité que la pilule. Il mesure 4 par 4 cm. Il adhère à la peau de la femme et libère des taux contenus de progestérone et d'œstrogène. Son mode d'action est semblable à celui de la pilule comme ils ont les mêmes ingrédients. Le timbre est changé une fois par semaine pendant 3 semaines. Il se porte sur les fesses, l'abdomen, le dos ou le haut du bras. Il reste bien en place même sous la douche. Il peut être utilisé de façon cyclique avec une pause de 1 semaine ou de façon continue en appliquant un 4e timbre. Il est moins efficace chez les femmes qui pèsent plus de 90 kg. Aussi, il peut parfois irriter la peau. Depo-Provera est disponible depuis 1973. Son efficacité est de 97% avec usage typique. Il contient uniquement de la progestérone. Il ne contient pas d'œstrogène. Il est administré par injection dans le muscle du bras ou de la fesse toutes les 12 à 13 semaines. Ce médicament est rarement recommandé car il entraîne une perte de densité osseuse. Les autres effets secondaires sont les saignements imprévus et la prise de poids d'environ 2,3 kg la première année. C'est la progestérone qui sûrement augmente l'appétit. Le retour de l'ovulation peut prendre en moyenne 9 mois une fois le contraceptif arrêté. Cela peut gêner une femme qui voudrait tomber enceinte. Le système intra-utérin
connue sous le nom de Mirena, existe depuis 2002. C'est une méthode fiable et réversible qui dure jusqu'à 5 ans. Le Mirena est en forme de thé, comme le stérilet. Le cylindre contient l'hormone lévonorgestrel, c'est un type de progestérone. Il ne contient pas d'œstrogène. Il agit en modifiant les trompes, l'endomètre et la glaire cervicale. Le système intra-utérin a des avantages non contraceptifs. Il réduit la quantité des saignements menstruels et de 20 à 30 % des utilisatrices du système intra-utérin cessent d'avoir leurs règles. Aussi, il réduit la douleur menstruelle. Son efficacité est la plus élevée à 99,9 %. Les risques d'insertion sont les mêmes qu'avec le stérilet. L'implant sous-cutané qui contient uniquement un progestatif existe depuis 1993. Très populaire en France, il n'est plus disponible au Canada. Il est très efficace et n'a pas les risques d'insertion qu'ont le stérilet et le système intra-utérin. Il dure 3 ans. Maintenant, nous allons parler de comment choisir sa méthode de contraception. D'abord, il y a plusieurs facteurs médicaux à prendre en considération. C'est important de considérer l'efficacité de la méthode et c'est pour ça que nous en avons parlé tout au long de la présentation. L'efficacité pratique représente l'usage réel dans la vie de tous les jours avec les oublis qui peuvent arriver ou les erreurs d'utilisation. C'est donc l'efficacité que je vous suggère de regarder. Ensuite, selon la santé ou le mode de vie de la femme, il faut considérer les avantages non contraceptifs et les effets secondaires. Par exemple, une femme peut choisir la pilule combinée pour avoir des cycles menstruels plus réguliers ou encore ne pas vouloir le dépôt Provera à cause du risque de la prise de poids. Pour toutes les contraceptions hormonales contenant de l'œstrogène, il y a aussi des contre-indications absolues et des contre-indications relatives. Je les ai mentionnées plus tôt. Choisir une méthode de contraception, c'est aussi considérer son stade de vie. Au début, ou dans une relation nouvelle, il faut toujours considérer la double protection pour se protéger des infections transmises sexuellement. Après un accouchement, il faut une méthode fiable et beaucoup de femmes préfèrent éviter les méthodes hormonales qui contiennent de l'œstrogène. Sachez qu'on peut les utiliser après 6 semaines une fois que l'allaitement est bien établi. Après une interruption volontaire de grossesse, une femme veut sans doute trouver une méthode de contraception plus fiable que la précédente. Les méthodes à long terme qui ne se prennent pas tous les jours, comme le stérilet, sont intéressantes. Finalement, on peut aussi choisir en fonction de ses préférences personnelles, de ses valeurs et de sa culture. J'aime beaucoup ce tableau sur l'efficacité. Il divise les méthodes de contraception en 4 catégories, de la plus efficace à la moins efficace. Je vous recommande de le consulter. Nous avons parlé de la contraception en tant que prévention. Il existe aussi la contraception d'urgence. Elle s'utilise après le rapport sexuel quand la contraception a été oubliée ou n'a pas fonctionné, comme un préservatif qui s'est déchiré ou une pilule oubliée. Elle est plus efficace si elle est prise moins de 24 heures après, avec 95 % de succès. La contraception d'urgence n'est pas une méthode à utiliser régulièrement, mais c'est très important qu'elle soit disponible et facile d'accès. C'est pour cela qu'on peut l'obtenir en pharmacie sans prescription. Elle agit en empêchant l'ovulation et en empêchant l'implantation de l'ovule fertilisé. Elle fonctionne moins bien chez les femmes qui pèsent plus de 80 kg. De nos jours, on recommande la pilule du lendemain qui s'appelle Plan B. Plan B est disponible au Canada depuis l'an 2000. Elle contient uniquement de la progestérone et a donc moins d'effets secondaires. La méthode USP, inventée par Dr. Al USP, un médecin renommé qui travaille à Vancouver, contient de l'estrogène et de la progestérone. Bref, vous pouvez prendre une pilule combinée et il faut s'assurer de prendre la dose nécessaire. C'est comme l'équivalent de prendre 3 à 5 pilules que vous avez à la maison. La méthode la plus efficace est l'insertion d'un stérilet, le dispositif intra-utérin de cuivre. Inséré à temps, son efficacité est près de 100 %. Finalement, j'aimerais conclure cette présentation en adressant quelques mythes. Premier mythe. On ne peut pas prendre la pilule à long terme. En fait, c'est possible de prendre la pilule jusqu'à la ménopause selon la santé de la femme, tant qu'il n'y a pas de contre-indication. Mythe numéro 2. La pilule fait prendre du poids. Ce n'est pas fondé. Il se peut que certains progestatifs augmentent l'appétit, mais la pilule elle-même ne fait pas prendre de poids directement. S'il y a de la rétention d'eau, c'est généralement temporaire. Mythe numéro 3. La pilule et le stérilet affectent la fertilité.
En fait, la pilule et le système intra-utérin ne diminuent pas la fertilité de la femme. Ce sont des méthodes qui sont entièrement réversibles. Mythe numéro 4, la pilule augmente le risque de cancer. La pilule contraceptive combinée diminue le risque de cancer de l'endomètre et diminue le risque de cancer de l'ovaire de 50% si elle est utilisée pour au moins 5 ans. Cette protection est valide pendant une vingtaine d'années. Mythe numéro 5, les méthodes de contraception protègent contre les infections transmises sexuellement. Comme vous l'avez constaté, la seule méthode de contraception qui protège contre les infections transmises sexuellement, c'est le préservatif, aucune autre. Pour conclure, voici une liste de références que j'ai consultées pour cette présentation. Les sites web canadiens et français sont vraiment des ressources complètes et excellentes. Les applications Ma Pilule et Calendrier menstruel sont très bien faites aussi. Merci de votre attention. Donc voilà qui termine le webinaire sur la contraception. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à écrire à Réseau Femmes et ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions par courriel. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un webinaire sur la ménopause. Merci, au revoir.